Nouvelle session de l'information sur Eden TV, mesdames, messieurs. Merci d'être des nôtres. Le sommaire tout de suite. Démarrée depuis le 10 juillet dernier, la 39e session du Comité consultatif interafricain CCI du CAMES a pris fin ce mercredi. La cérémonie de clôture a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou. Vous aurez les détails dans cette édition. Le personnel du ministère de la Justice et de la Législation est réuni ce jeudi pour valider le plan de travail annuel gestion 2017. Les précisions dans un instant. Et puis, rebondissement dans le procès Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. La Cour d'appel de l'institution donne raison à l'ex-président ivoirien. Merci de nous rejoindre. Évaluer et apprécier la performance de toutes les directions sous tutelle du ministère de la Justice et de la Législation font l'objet d'études de l'atelier de la revue et de l'exécution du plan de travail annuel gestion 2017 du 10 ministères. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce jeudi 20 juillet à la salle de conférence du Centre de documentation et d'informatique juridique au sein du ministère. On fait le point avec Aristide Setti. Faire le point au 30 juin 2017 de l'exécution du plan de travail annuel PTA ainsi que les difficultés rencontrées, examiner le plan de consommation de crédit PCC, voilà la mission principale assignée à l'atelier de validation des documents d'opérationnalisation du budget du ministère de la Justice et de la Législation. Dans son mot de bienvenue à l'ouverture de cet atelier, Armelle Gaillet, directrice de la programmation et de la prospective, a tenu à remettre l'atelier dans son contexte. L'exercice de la revue du PTA permettra d'évaluer et d'apprécier la performance de toutes les directions et structures sous tutelle du ministère en charge de la justice à travers le niveau d'exécution des réalisations, des activités de fonctionnement et d'investissement programmées. Ouvert ce jeudi 20 juillet 2017 à la salle de conférence du Centre de documentation et d'informatique juridique par Aleya Gouda Bako, directrice de cabinet, représentant le ministre de la Justice Joseph Djogbenou, en présence de ses directeurs sous tutelle et des personnes ressources des domaines concernés, cet atelier revêt un caractère spécial en raison du nouveau contexte. La gestion axée sur les résultats a pour fondement la responsabilisation du gestionnaire à l'égard des résultats et l'autonomie de gestion qui donne à ce dernier le contrôle effectif des moyens mis à sa disposition. En contrepartie, elle lui impose de rendre compte de sa performance, de la performance du sujet, du programme qu'il gère au regard des objectifs fixés en fonction des moyens utilisés. Pour réussir ce mode de gestion, tous les acteurs du système doivent périodiquement marquer une pause pour faire la revue des projets et programmes et analyser la dynamique. Toutefois, l'autorité a invité les participants à faire des échanges fructueux afin que les conclusions des travaux contribuent à l'amélioration des performances pour le monde judiciaire au Bénin. Au thème de la cérémonie d'ouverture, la directrice de la programmation et de la prospective a levé un coin de voile sur le faible taux de performance du ministère de la Justice et de la Législation. On l'écoute. On peut retenir en termes d'exécution physique et financière. De façon globale, en fait, le PTA a été exécuté sur le plan financier à 38% à raison de 20% pour le PIP et de 18% pour le fonctionnement. Et donc, sur le plan physique, nous sommes à un taux de 32%. Quelles sont les raisons qui justifient ces faibles taux? Parce que pour ma part, en fait, ces taux n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Vous le savez bien, pour des questions de célérité et de meilleure consommation et de la qualité dans les dépenses, nous avions connu cette année une réforme salutaire. Il a fallu en fait que le BAI, le Bureau d'analyse et d'investigation, appuyé par l'UPS, l'unité présidentielle de suivi du PAG, et puisse faire l'examen des plans de travail annuels pour permettre réellement d'apprécier au mieux
la pertinence des activités et leurs coûts. Donc ça, cet exercice en fait nous a conduit jusqu'à fin mai. Et donc pratiquement c'est au cours du mois de juin en fait que nous avions pu faire les diligences en termes de consommation. Volet éducation, cérémonie de clôture du comité consultatif interafricain CCI du CAMES. L'événement s'est déroulé ce mercredi 19 juillet à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou en présence des responsables du CAMES, du ministre béninois de l'enseignement supérieur et des enseignants d'université et ceux qui ont accédé à différents grades du CAMES. Reportage Fréjus Seoin et Damien Pedro. La section 2017 du comité consultatif interafricain du CAMES à Cotonou a permis l'examen de 1427 dossiers des enseignants des 19 pays membres de l'organisation pour leur accession au grade de maître assistant, directeur de recherche et professeur titulaire. Les résultats par CTS se présentent comme suit. Lettres et sciences humaines, 387 inscrits, soit 88,56%. Maths, physique, chimie, 158 inscrits, soit 86,34%. Sciences naturelles, agronomie, 343 inscrits, soit 94,54%. Médecine humaine, odontostomatologie et médecine vétérinaire, 220 inscrits, soit 90,91%. Sciences et techniques des activités physiques et sportives, 7 inscrits, soit 53,85%. Sciences économiques et de gestion, 66 inscrits, soit 85,71%. Sciences juridiques et politiques, 23 inscrits, soit 45,10%. Sciences et techniques de l'ingénieur, 61 inscrits, soit 95,31%. C'est avec un immense plaisir que je constate qu'au total, 1265 candidats, soit 88,71%, sont ainsi inscrits sur les différentes listes d'aptitude du CAMES. Après avoir remercié le gouvernement et le peuple béninois pour les bonnes conditions de séjour et de travail, le secrétaire général du CAMES, Bertrand Mbachy, a évoqué un grief. Aussi voudrais-je présentement fustiger le caractère contre-productif et blâmable de la fuite organisée par certains indélicats du secret de délibération avant même la validation des résultats par cette instance composé de recteurs ou présidents d'université, des directeurs de recherche ou équivalents et des organismes. La ministre de l'Enseignement supérieur a aussi déploré le comportement de ses collègues enseignants et des journalistes à la base de ce malaise en les invitant à plus de retenue et de professionnalisme à l'avenir. Elle a ensuite clôturé la 39e session du CCI à Cotonou. Tout n'a certes pas été parfait, mais le Bénin aura néanmoins essayé de vous offrir un cadre agréable de travail. Je demande donc votre indulgence pour les éventuelles sources d'insatisfaction et vous inviter à nous les faire connaître. Mes chaleureuses félicitations à tous les enseignants et enseignantes et chercheurs que cette session du CAMES de Cotonou a eu le mérite de promouvoir. Je déclare close la 39e session des comités consultatifs interafricains du CAMES. La prochaine session du comité consultatif interafricain du CAMES se tiendra en juillet 2018 à Niamey, au Niger. 13 enseignants ayant contribué à l'évolution de l'enseignement supérieur et particulièrement du CAMES ont été reçus dans 3 différents grades de l'Organisation internationale des palmes académiques OIPA du CAMES, toujours ce mercredi au Palais des Congrès. Parmi les récipiendaires décorés par le grand chancelier de l'OIPA, CAMES, Bertrand Mbachy, se trouve l'ancien Premier ministre chargé de l'enseignement supérieur du Bénin. Je vous propose d'écouter Bertrand Mbachy et François Abiola. Chevalier, professeur Diazinga scolastique,
Professeur Kodja Jean-Timothée Claude. Professeur Dacruz Maxime. Professeur Sorgo Léonie Claudine, épouse Louguet. Professeur Degan Gérard. Professeur Adeoti Sikiratu Adoumi, épouse Koumapai. Professeur Farougou Souaïbou. Professeur Gandidjouro Joseph. Officier. Feu professeur Oudoulami Honoré. Professeur Salifou Alidou. Professeur Sani Abaliou. Professeur émérite Cos Geneviève Né Broquet. Monsieur Ning Mamadou. Commandeur, professeur François Adebayo Abiola. Aujourd'hui, 13 enseignants viennent d'être reçus dans différents grades de l'OIPA, chevaliers, officiers et commandeurs. En leur nom, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis d'être à ce niveau. Mes chers collègues, recevoir une décoration n'est pas une fin en soi. Certains parmi nous ont déjà reçu d'autres décorations de par le monde. Mais comme vous le savez, il n'y a pas meilleure reconnaissance que celle attribuée par ses pairs. Puissent ces moments constituer un miroir pour nos étudiants et les enseignants que nous encadrons. Pour finir, permettez, mesdames et messieurs, qu'au nom de tous les récipiendaires, je puisse remercier le gouvernement du Bénin, à travers la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, pour avoir permis et autorisé la présente cérémonie. Des propos recueillis par Fréjus Serrin et Damien Pedro. Cérémonie de signature de l'accord de transfert de fonds du gouvernement de Patrice Talon au Programme alimentaire mondial PAM ce jeudi pour la mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire du gouvernement. Cette signature traduit la vision du PAG afin d'accroître le taux de couverture des écoles à cantine de 29% à 51% d'ici à 2021. À travers cet accord, le gouvernement béninois, par le biais du ministère de l'enseignement maternel et primaire et celui des Finances, met à la disposition du PAM une somme de 27 milliards 200 millions de francs CFA, ceci au titre des 4 prochaines années scolaires. Tout comme le brevet d'études du premier cycle BEPC, le baccalauréat 2017 a connu un taux d'admissibilité largement supérieur à celui de l'année précédente, qui est de 41,78%. Un état de choses qui a forcément une explication. Que comprendre alors de cette évolution, tant sur le plan quantitatif et qualitatif? Quelques enseignants rencontrés se prononcent ici. On les écoute. Cela se justifie par le fait que il y a moins de grèves, il n'y en a pas eu du tout. Cela a permis la stabilité. Cette stabilité a permis aux étudiants de travailler dans la quiétude, ce qui a donné les résultats que nous observons aujourd'hui. Et cela ne veut pas dire que, du point de vue qualité, tout a changé. Non, il faut une réforme de fond pour que nous puissions arriver à redorer les blasons de notre pays en matière de qualité. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ces résultats sont flatteurs. Le simple fait que de 30% à 41% au-delà, ça peut donner à penser que nous avons évolué, alors que du point de vue qualité, ce n'est pas encore cela. Vous savez, le Béninois est un être exceptionnel. Il a fallu que les résultats de l'année passée donnent ce visage-là pour que chacun de nous se prenne au sérieux. Là, les parents et puis les apprenants. Là, ils ont compris que au bout de l'effort, il y a la réussite. Donc, je tiens beaucoup à les remercier du fait qu'ils soient beaucoup plus concentrés, conscients de ce que nous leur disons en classe. Et c'est ça qui a donné le fruit que nous avons là. Et quand on a été une fois et ça n'a pas marché, il faut se reprendre au sérieux et il faut serrer la ceinture. Et normalement, ça doit marcher. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. C'était pas très reluisant. Et tout le monde a compris, et parents, et apprenants, et enseignants, et décideurs,
tout le monde a mis la main à la pâte. On a mis un peu plus de sérieux dedans. Et voilà, là où nous en sommes, environ 42%, je crois que c'est très intéressant. Il y a toujours eu du sérieux. Mais vous savez que quand on est menacé, le sérieux, c'est particulier. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais connu un taux aussi bas. Et ça a surpris tout le monde. Et on s'est dit, les choses ont changé. Puisque les choses ont changé, il fallait que tout le monde se prenne davantage au sérieux. Il faut qu'on corse la note. C'est ce qui a été fait et je crois que c'est là où nous en sommes maintenant. Des avis recueillis par François Humbert Dereto et Fiacre Voitan. Maryse Assobadjo et Christian Hunongbe étaient face à la presse ce mercredi. Objectif, présenter les résultats des investigations menées dans le cadre du projet pour des médias plus professionnels au Bénin, initié par la Maison des médias et financé par Open Society Initiative Africa Osiwa. Ces journalistes se sont intéressés à la gestion foncière au Bénin. On fait le point avec Arnaud Morey-Agua et Romaric Devauché. La problématique liée à la gestion foncière au Bénin était au cœur des enquêtes menées par Maryse Assobadjo et Christian Hunongbe. Thème choisi, acquisition des terres à Abomey-Calavi, immersion dans le dédale foncier et urbanisation incontrôlée dans le sud du Bénin, alerte menace sur les terres agricoles. Pour Maryse Assobadjo, il s'agit de comprendre le mode opératoire de la mafia foncière dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit de plus de 1500 acquéreurs à Calavi qui n'ont pas retrouvé leur parcelle dans le répertoire d'état des lieux. Où sont passées ces parcelles? Ai-je tenté de savoir? Les lotisseurs les ont vendues. Ai-je appris de sources concordantes? Mes recherches m'ont aussi révélé que la mafia foncière à l'œuvre à Calavi a étendu sa voracité aux voies 40 en les morcelant pour les vendre. De même, des réserves administratives sont, par enchantement, introuvables dans certains arrondissements où les opérations de lotissement ont pratiquement été bouclées. Acquéreur de parcelles, la peur au ventre. Dans la commune d'Abomey-Calavi, le tout ne suffit pas d'acquérir sa parcelle pour dormir sur ses lauriers. Il faut en plus avoir du courage, du temps et les moyens pour gérer les problèmes fonciers. La machine à escroquerie est notamment mise en marche par les héritiers de certaines collectivités qui sont prêts à vendre et revendre la même parcelle que leurs parents avaient vendue des décennies plus tôt. Aussi, le titre foncier, autrefois garant du droit absolu de propriété, fait-il aujourd'hui l'objet de contestation? Comment comprendre qu'une même parcelle vendue à un individu X détenant un titre foncier soit revendue à un autre individu Y détenant lui aussi un titre foncier concernant la même parcelle? Chemin de croix des acquéreurs devant la justice. Plus de 75% des dossiers pendants devant le tribunal de la commune traitent des problèmes domaniaux. On peut retenir que le lotissement est un vaste réseau alimenté par les différents acteurs impliqués. Pour Christian Hunongbe, il s'agit de démontrer l'influence de l'urbanisation sur les terres agricoles. Les espaces agricoles, ruraux et urbains identifiés dans les schémas directeurs d'aménagement et dans les différents plans d'occupation du sol chez nous ne sont ni sécurisés ni préservés. On note également une absence totale de mécanismes intégrant la préservation des milieux agricoles et pastoraux et le non-respect des outils de planification par les autorités communales. Les plans fonciers ruraux n'existent pas dans plusieurs communes de notre pays. Celles qui en disposent l'ignorent. De Porte-Novo à Abomey, en passant par Abomey-Calavi, Alada, Lokossa, les champs et les vergers disparaissent au profit des cités. Et pour cause, la spéculation foncière selon Christian Hunongbe. Au nom de la spéculation foncière, l'article 6 du Code foncier et domanial en République du Bénin est violé au quotidien. Les terres agricoles sont thésaurisées et vendues. En absence du Code d'urbanisme, les agences immobilières contribuent au morcellement des terres agricoles, d'où les publicités tous azimuts sur les radios
et sur les télévisions. Ces enquêtes révèlent entre autres l'ignorance du code foncier et domanial par les acquéreurs, mais un laisser-aller en ce qui concerne la sécurisation foncière par les pouvoirs publics. Ce projet de la Maison des médias financé par Oziwa dévoilera d'autres résultats dans les tout prochains jours. À l'étranger, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale CPI a ordonné mercredi au juge de première instance de réexaminer la demande de libération de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo pour le reste de son procès. Une petite victoire pour l'ancien homme fort d'Abidjan. L'ancien président âgé aujourd'hui de 112 ans et Charles Blé Goudé, ancien chef du mouvement des jeunes patriotes fidèles à Laurent Gbagbo, sont accusés de 4 chefs de crime contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Le Ghana a accueilli la 6e édition du prix de l'innovation pour l'Afrique mardi. Il a décerné le grand prix à l'Égyptien Ali El Chafé pour son dispositif électromagnétique intelligent intégré au palier des cieux qui supporte les tribunes génératrices d'énergie et peut être utilisé pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts de production d'énergie en Afrique. Et puis, la Cour d'appel de Nairobi a donné raison jeudi à la commission électorale du Kenya qui contestait l'annulation en première instance du contrat d'impression des bulletins de vote de la présidentielle du 8 août. La coalition de l'opposition avait saisi la justice, accusant la commission électorale d'avoir choisi pour ce contrat de 24 millions de dollars une société de Dubaï, Al Ghurair, liée selon elle au président Uhuru Kenyatta. Jeudi, lors d'une audience, 5 juges de la Cour d'appel ont estimé que les plaignants, la coalition de l'opposition, n'avaient pas prouvé l'existence de liens suspects entre le président et la société ayant remporté le contrat. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.